essayer de présenter ici, c'est le holding ou l'investissement. Le docteur Douma a présenté tout à l'heure un cas d'illustration avec le terrain APK17. Celui qui a acheté le terrain APK17 dans les années 2000 avec un prix au mètre carré, je n'importe quoi, à 100 francs, aujourd'hui il s'est fait du beurre parce qu'il a analysé un certain nombre d'informations. Celui qui avait acheté le terrain il y a ça, aujourd'hui il vend le mètre carré, je n'importe quoi, à 30 000, 40 000. C'est ça le holding. Acheter un actif avec une certaine analyse que vous avez fait au départ. Et l'ensemble de cette analyse-là, vous avez essayé de vérifier que l'actif avec le temps peut prendre de la valeur. Et pour faire le holding, il faut vérifier un certain nombre d'éléments. Parce qu'il y a plusieurs projets sur le marché, il y a un certain nombre d'éléments qu'on essaie d'utiliser pour essayer de filtrer, de jauger la qualité d'un bon produit, la qualité d'un projet crypto, la qualité d'une bonne crypto-monnaie. Lorsque je parle des projets de crypto-monnaie, je ne parle pas seulement des crypto-monnaies fongibles, je parle aussi des non fongibles, comme les NFT. Donc, concernant l'analyse du holding, si on prend le cas du Bitcoin, le Bitcoin a été lancé en 2009, mais son white paper, je crois que c'était entre septembre et octobre, comme ça, 2008, que Satoshi avait publié ça. Donc, lorsque le Bitcoin a été lancé, certaines personnes vont dire que si tu as acheté le Bitcoin en 2010, aujourd'hui tu serais extrêmement riche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quoi? Lorsque le Bitcoin a été lancé en 2009, le marché était presque nul. C'était Satoshi Nakamoto qui contrôlait le réseau. Par conséquent, les seuls moyens d'entrer des nouveaux bitcoins sur le marché, c'était par le minage. Donc c'était lui qui minait, c'était lui qui gardait ces bitcoins-là. Et par la suite, le prix du bitcoin a évolué. Premièrement, le marché a évolué à partir du darknet. Ensuite, on a eu d'autres cas d'utilisation bien utiles qui sont greffés au bitcoin. Et ensuite, aujourd'hui, on a les institutions qui entrent dans les crypto-monnaies. Le marché continue. Bon, j'ai parlé de l'investissement. Pour faire l'investissement, il faut un certain nombre d'éléments. Et ici, nous avons identifié 3 éléments. L'analyse fondamentale, et ensuite on va parler de l'investissement et aussi la sécurité de ses avoirs. Et on va introduire l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, en effet, c'est quoi? On utilise un ensemble d'outils pour vérifier la valeur intrinsèque d'un produit, pour vérifier si un projet est lourd, pour vérifier si un projet est solide, pour vérifier si un projet est surévalué ou sous-évalué. Donc c'est ça en gros l'analyse fondamentale. Vérifier la valeur intrinsèque d'un projet, vérifier la valeur propre d'un projet. Celui qui va acheter le terrain à PK35 aujourd'hui, il peut faire une analyse, il dit quoi? Si l'autoroute Douala-Yaoundé passe par PK35, imaginez le prix du mètre carré va exploser parce qu'après la route de développement suit. C'est une analyse qu'il a fait. Il a fait cette analyse à partir d'un ensemble d'éléments. Donc les crypto-monnaies n'échappent pas aussi à cela parce que ce sont des valeurs qui obéissent à l'offre et de la demande. Et pour qu'il y ait la demande, il faut qu'il y ait quelque chose qui se greffe dessus. C'est vrai qu'il y a l'effet spéculatif. Mais pour qu'il y ait la demande à long terme, il faut quelque chose qui se greffe dessus, qui soit puissant. Voilà. Et l'analyse fondamentale, pour faire cela, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut obéir. Lorsque vous avez le même projet, il faut vérifier qui est le promoteur du projet. Avant toute chose, c'est qu'il faut vérifier qui est le promoteur du projet. Bitcoin, on parle de Satoshi Nakamoto, on parle aussi de Cypherpunk. Mais on parle principalement de Satoshi Nakamoto. Et lui, c'était écarté du projet. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de Bitcoin comme la monnaie du peuple. Parce que les décisions sur le Bitcoin, le promoteur sur le Bitcoin, premièrement, on ne le connaît pas. Il est mieux, c'est la communauté qui gère. Donc vous voyez à quel point nous sommes aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de vérifier la crédibilité de la personne? C'est important de vérifier la crédibilité de la personne qui lance le projet. Parce que s'il est mal intentionné, il va faire un roll-up, il va partir avec les fonds. Il va lever les fonds. Il peut venir là, il lance un projet, la liquidité, il ne bloque pas. C'est lui qui contrôle la liquidité. Ensuite, il retire les fonds, il permet. C'est pour ça qu'il faut vérifier la personne qui est dans le projet. C'est lui, le promoteur. Il faut vérifier, est-ce qu'il est compétent? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'il a fait? On a vu.
Il sort d'où? Maintenant, à côté, il faut vérifier. Il travaille avec qui? C'est la team, les personnes qui l'accompagnent. Pourquoi est-ce que c'est important de vérifier la team? C'est important de vérifier la team parce qu'une personne qui se lance dans un projet, je dis n'importe quoi, dans la supply chain, il doit avoir des personnes qui sont compétentes dans la logistique. Quelqu'un qui se lance dans un projet d'intelligence artificielle doit avoir des personnes qui sont compétentes dans l'intelligence artificielle. Il faut vérifier la team. Est-ce qu'il a une team qui est compétente? Est-ce qu'il a une team qui est puissante, qui peut vraiment réaliser ce qu'il a dit? Et à côté, il faut vérifier les advisors, qui sont les personnes qui conseillent le promoteur du projet. Ça, c'est le premier élément. Vérifier la team, l'équipe qui est derrière le projet. Parce que avant d'être un projet au départ, c'était son idée. Ce n'était pas votre idée. C'est son idée qu'il a pensé, qu'il a développé, qu'il a déployé cela physiquement que vous voyez aujourd'hui. Et s'il a développé son idée, vous ne connaissez pas l'idée profonde qui était derrière. C'est pour ça qu'il faut vérifier la crédibilité de la personne. Ça, c'est le premier élément. On va continuer avec le deuxième élément, qui est ce qu'on appelle l'économie du jeton. En effet, on appelle régulièrement cela la token économique. Et la token économique, c'est l'ensemble des éléments qui tournent autour de l'économie d'une crypto-monnaie. Parce qu'une crypto-monnaie, à la base, ce sont des pièces. Et ces pièces-là, il y a un ensemble d'éléments qui tournent autour. Et parmi ces éléments, il faut vérifier la supply. La supply, c'est quoi? C'est le nombre de pièces du projet. Le projet a combien de pièces? Les pièces, il y a combien de pièces en circulation? Il faut vérifier. Est-ce qu'il y a un max supply pour vérifier que ensuite, par la suite, on n'aura pas l'inflation qui va entrer dans le marché. Et aussi, il faut vérifier concernant cela, est-ce qu'il n'y a pas de fonctions mine sur le projet? Parce que quelqu'un peut créer un projet avec 1000 pièces et ensuite, en back-end, il met une fonction mine. Quand le projet avance, il crée des pièces, il injecte le marché. Vous voyez que le projet, la captation boursière du projet évolue, mais le prix est stagnant parce que les gars injectent les pièces. C'est très important de vérifier cela. Donc, concernant la token économique, ça c'était le premier élément qu'il fallait vérifier. La supply. Le second élément qu'il faut vérifier, c'est la distribution des pièces. Quand on crée un projet au départ, il y a ce qu'on appelle, il y a une éthique de distribution des pièces. Vérifier, les pièces sont distribuées comment? Est-ce que les promoteurs ont beaucoup de pièces? Est-ce que la communauté a beaucoup de pièces? Est-ce que la gouvernance a beaucoup de pièces? Vérifier, vérifier, vérifier. Et ce qu'ils ont dit dans le white paper qu'ils ont fait avec ces pièces, vérifier dans la vie courante, vérifier sur les sites, vérifier sur les réseaux sociaux qui sont vraiment en train de faire cela. Voilà. Concernant le troisième élément, c'est l'inflation sur le projet. Le docteur Ndouma a tout à l'heure présenté l'inflation. Un projet, je dis n'importe quoi. Je vais prendre une illustration. On crée un projet de crypto-monnaie avec 10 millions de pièces. Mais le projet entre en circulation avec 1 million de pièces. Et chaque année, le projet doit entrer 20 millions de pièces en circulation. Vous voyez que l'inflation sur le projet est élevée. Celui qui va voir ce projet va dire que non, je ne vais pas entrer dedans, je ne vais pas entrer dedans, je ne vais pas entrer dedans. Sans vérifier aussi sa captation boursière. On va revenir dessus. Donc il faut vérifier l'inflation sur le projet pour voir comment les pièces sont entrées sur le marché. Et aussi le vesting. Le vesting aussi, c'est ce mécanisme d'injection des pièces là dans l'écosystème. À côté, il faut vérifier l'utilité de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, en effet, que le promoteur a créé, c'est à quoi? Est-ce que c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain? Là, il faut vérifier l'adoption de cette blockchain. Il faut vérifier les applications sur cette blockchain pour s'assurer que les gens vont acheter beaucoup de coins de cette blockchain-là pour pouvoir staker les coins de cette blockchain-là pour pouvoir avoir accès aux services de cette blockchain. Par conséquent, si l'offre est constante, la demande est élevée, ça va influencer automatiquement sur le prix. Donc il faut vérifier ce paramètre. Et à côté de cela, j'ai parlé de la token économie, j'ai parlé inflation, vesting, supply, distribution des pièces et aussi l'utilité de la crypto-monnaie. Vérifier à quoi la crypto-monnaie sert. Donc, c'est aussi très important. Maintenant, il y a un facteur aussi qui est très important qu'il faut vérifier, c'est la capitalisation boursière du projet. Vérifier cette valorisation boursière. Parce que la captation boursière d'un projet
donne la valeur propre d'un projet. Ça permet de savoir si un projet est évalué ou sous-évalué. N'allez pas acheter une crypto-monnaie parce que vous voyez 8 zéros après la virgule. N'allez pas acheter une crypto-monnaie parce que vous voyez 5 zéros. Une crypto-monnaie n'est pas chère sur son prix. Une crypto-monnaie n'est pas moins chère sur son prix. Une crypto-monnaie est chère ou moins chère sur sa captation boursière et non sur son prix. Donc allez vérifier cela. Un projet qui a une captation boursière de 50 milliards de dollars aura plus de difficultés à faire x2. Parce que pour ça quitte de 50 milliards à 100 milliards, le projet a fait x2. Maintenant, il faut beaucoup d'argent qui doit être injecté dans le projet pour que cela se passe. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un projet qui a 50 milliards de dollars de valorisation boursière, ça n'implique pas qu'il y a 50 milliards de liquidités dedans. Parce que n'oublions pas, c'est la spéculation de l'offre et la demande qui fait monter un actif. Voilà. Donc, un projet qui a une captation boursière plus faible aura plus de chances d'évoluer. Les personnes qui vont acheter le Shiba à un prix dérisoire, à peut-être que 10 euros après la virgule, c'était parce que la captation boursière était dans les 1 million de dollars, 500 000 dollars. Ces personnes aujourd'hui achètent le Shiba puisqu'ils vont devenir riches, ils vont faire les fois 100, ils vont faire les fois 1000. Pour que le Shiba fasse peut-être fois 1000, sa captation boursière doit dépasser celui du Bitcoin. Donc vous voyez, c'est compliqué. Pour que le Shiba paye 3 0. Donc il faut vérifier les éléments comme ça. La captation boursière. Et à côté, je ne vais pas tout développer parce que c'est trop beaucoup. On va parler aussi du marketing, qui est sur le projet. Aller sur les réseaux sociaux, vérifier quelles sont les stratégies marketing qu'ils ont mises pour essayer de faire la campagne, la propagande de la crypto-monnaie. Parce que lorsqu'ils ont une politique de marketing très puissante, plus de personnes sont touchées par le projet. Et ça fait en sorte que le projet a plus de chances d'être acheté. Vérifier les partenaires. Ils sont en partenariat avec qui? Lorsque vous vérifiez que, lorsque vous avez une annonce qu'un projet a signé un partenariat avec une firme importante, n'allez pas seulement acheter. Parce que la plupart des projets crypto font des manipulations. Ils font juste une petite signature avec une entreprise sérieuse. Vous voyez sur les sites, ils font des campagnes partout. Ils sont en partenariat avec Google. Il faut aller vérifier dans le fond. Le partenariat, c'est sur quelle base? Est-ce que ça va impacter en effet sur l'offre de la crypto-monnaie? Est-ce que ça va impacter sur la demande? Voilà. Donc, à côté aussi, il faut vérifier la blockchain du projet. Une blockchain qui a les frais élevés, une blockchain qui est trop décentralisée, etc. Donc, et aussi les projets concurrents pour essayer de faire une balance. Donc, je ne vais pas trop développer cela sur l'analyse fondamentale, c'est assez trop beaucoup, le temps va nous tenir à gauche. On va continuer sur l'investissement. Donc, là, c'est l'investissement. Là, c'est l'évolution du Bitcoin, comme vous le voyez, depuis 2012. Donc, ça, c'est 2013, mais ici, c'est 2012. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Avant 2012, le marché du Bitcoin n'était pas encore assez mature. C'était rare, vous allez voir les charts du Bitcoin qui commencent en 2010. Donc, le marché n'était pas encore assez mature. C'était à partir de cette période-là, avec les plateformes un peu comme MTGOX et tout, que le marché a commencé à se consolider. Mais avant ça, c'était vraiment difficile. Donc, c'est là. Donc, comme vous voyez, l'investissement, en effet, c'est, comme on a parlé tout à l'heure, qui était le holding. Il faut faire des analyses. Comme on a parlé tout à l'heure avec le terrain Ayasa, le terrain APK machin, vous avez vu, c'était des analyses. Donc vous faites une analyse sur un projet et vous êtes sûr de la véracité, de la capacité de ce projet à pouvoir peut-être évoluer avec le temps là où vous investissez. Quelqu'un qui a investi sur un projet à court terme peut perdre. Un trader peut perdre. Mais un investisseur qui investit sur le bon projet au bon moment, dans la bonne tendance, aura toujours plus de chances à se faire des deux. Personne n'a conservé un Bitcoin 4 ans et il a été d'un sol négatif. Donc, là c'était l'investissement, comme on est en train de parler. Et il y a quelque chose qui est aussi très puissant qu'il faudrait qu'on relève, c'est la tendance actuelle du marché. J'ai parlé tout à l'heure du courant. Une personne qui essaie de nager à contre-sens aura plus de difficultés à avancer. L'avantage, c'est que les marchés boursiers, ce n'est pas juste le Bitcoin. Dernièrement, on avait fait un bout de temps sur le bull run. Et on a présenté c'était quoi un bull run, les différents éléments qui impactaient l'évolution d'un cycle aussi. Donc, on ne va pas trop revenir dessus. On va juste présenter. Donc là, ce sont les halvings. Là, c'est la halving.
ça diminue l'inflation du Bitcoin par deux, tous les 210 000 blocs. Et qu'est-ce qu'on constate? Avant qu'on arrive, dès le début d'un halving, les crypto-monnaies évoluent beaucoup plus. Vous avez vu cela en 2012, ici vous avez vu cela en 2016, 2017, 2020, 2021. Et actuellement, le prochain halving c'est en 2024. Et il y a beaucoup de chances que les crypto-monnaies évoluent positivement durant cette tendance. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut vous former, il faut analyser les bons projets pour pouvoir préparer votre cycle haussier. Donc là, c'est le cycle haussier, cycle baissier. Donc le marché évolue toujours, cycle haussier, cycle baissier, cycle haussier, cycle baissier. Ce sont les lois de la vie. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.